Bonjour à tous, je suis ravi d'être encore avec vous cette semaine et avec Rémi Rivas, designer, qui va... Moi, je suis assez, ça fait partie des intervenants dont je suis en mode assez tranquille parce que je sais qu'il va beaucoup parler, qui peut passer Tu me en connais bien. sur l'ensemble de l'heure, donc ça va être assez reposant pour moi, mais passionnant pour vous parce que j'ai eu la chance d'échanger plusieurs fois avec lui et on apprend vraiment plein de choses. On va parler aujourd'hui de product-led growth, donc du développement, du marketing porté dans le produit, mais Rémi en parlera beaucoup mieux que moi. Et de fait, c'est très complémentaire de la méthode sur l'acquisition, parce que d'un côté, il y a tout un marketing qui est à l'extérieur du produit, de la communication, du marketing d'acquisition, tout ce qui est vente. Mais si le produit fait la vente lui-même, on a peut-être moins besoin de marketing d'acquisition. Donc c'est de tout cela dont on va parler. Et Rémi, je te laisse te présenter. Puis je crois que tu fais aujourd'hui ta présentation sous forme de partage d'écran. Donc Tout à fait, tout à fait. Ce partage-là. Merci beaucoup, Gabriel. Je vais partager mon écran sans plus tarder, parce que voilà, j'ai quelques slides pour me présenter. Hop, alors voilà. Vous allez me dire déjà si vous m'entendez bien et si vous voyez bien l'écran. Est-ce que ça va pour tout le monde? Yes, en tout cas pour moi, c'est bon. Parfait. Et dans le chat, vous pouvez me dire, ça va bien? Ça se passe bien? Alors, tu as toujours un petit retard sur le chat. Ah donc, oui, c'est vrai, il y a un petit délai, il y a un petit lag. Voilà. Ok, super. Ok, bon, on va supposer que ça va bien alors. Alors, je vais me présenter dans quelques instants. Et donc, voilà, pour mémoire, donc ça, c'est une présentation que j'ai déjà donnée. Et là, je vous en fais une version un peu plus courte. Voilà, Good Design Spread Itself. Donc, moi, il faut savoir que je suis un designer qui aime beaucoup le marketing ou un marketeur qui aime beaucoup le design, ça dépend. Et voilà, donc là, j'avais fait cette présentation pour mes étudiants il y a quelques années. Et l'idée, en fait, c'est ça, c'est comment... c'est un paradoxe. Le point de départ de cette conférence, c'est un paradoxe. Dans un monde où il n'a jamais été aussi simple de diffuser de nouvelles idées, gagner l'attention et la confiance des autres devient de plus en plus ardu. En fait, dans un monde où tout le monde peut sortir un produit, tout le monde peut essayer de sortir une innovation, c'est très difficile d'être remarqué, c'est très difficile d'être singulier. Et en fait, bien évidemment, le marketing joue un rôle majeur. Aujourd'hui, clairement, l'enjeu pour quiconque veut lancer quelque chose, c'est l'acquisition. C'est comprendre mieux que les autres ce qu'il convient exactement de vendre, à quelle audience, comment aller la chercher et comment avoir une proposition de valeur qui soit réellement différenciante avant de construire le fameux système dont il est question. Moi, j'accompagne beaucoup de startups, donc je suis féru de cette approche du customer development. Et en fait, moi, je réalise au quotidien que le marketing et le design se parlent pas toujours beaucoup. Et je trouve que c'est regrettable parce qu'en fait, il y a des choses dans le design même du produit qui peuvent être en fait énormément d'atouts pour favoriser leur diffusion et pour en fait faire du marketing qui soit directement porté par le produit. Et c'est de ça dont je suis venu parler aujourd'hui en espérant vous apprendre 2-3 trucs et puis que ça sera utile dans vos professions respectives. Hop, allons-y. Ah oui, et tu as raison, Gabriel, c'est mieux si je clique sur masquer. Donc moi, je m'appelle Rémi. C'est Jérémy. C'est Jérémy, la petite barre de Google qui dit que je partage bien mon écran. C'est vrai que c'est plus esthétique quand on dégage la barre quand même. Merci Jérémy. Allons-y. Alors du coup, moi je m'appelle Rémi Rivas, je suis designer. Je travaille en partenariat avec une structure qui s'appelle Ignited Kingdom, qui a été fondée et qui est gérée au jour le jour par Mathias Abramovich, qu'on voit également sur l'écran, avec qui je travaille beaucoup. Et donc, nous, on a énormément d'activités. On aide, d'une façon générale, notre premier métier, c'est tout simplement d'aider des entreprises, des organisations à créer de la valeur grâce au design de nouveaux produits, de nouveaux services ou au redesign de produits existants. En parallèle de ça, on intervient énormément dans l'écosystème HEC, notamment au sein d'un programme qui s'appelle le Startup Launchpad, pour lequel on a designé l'approche pédagogique et qui consiste à amener des étudiants de dernière année à structurer donc des démarches d'innovation qui mènent vers l'identification d'opportunités de marché et puis le lancement de nouveaux produits, nouveaux services. On a un très beau taux de survie, on a 40% de taux de survie so far après 7 ans d'existence, donc on est plutôt très très heureux. Et puis, en complément, on intervient aussi de façon plus ponctuelle, pareil, dans des organisations, soit pour faire de la formation sur mesure, soit des événements d'innovation, des workshops, toute typologie d'intervention collaborative qui permet d'accélérer les projets d'innovation. Donc là, ce que vous voyez en vidéo, c'est un projet qu'on a mené pour Société Générale en Afrique, à Abidjan. Voilà, donc c'est un exemple en fait d'atelier collaboratif qu'on peut mener dans le cadre de la conception et du design de nouveaux produits, nouveaux services.
Et comme je disais dans l'intro, voilà, donc moi je suis venu parler du design et du marketing et de comment ils se rencontrent et comment, à mon avis, mais ça ce n'est que mon opinion, ils vont être amenés à se rencontrer de plus en plus dans les années qui viennent. Et j'adore en fait commencer cette conférence avec une citation d'un monsieur très intelligent, puisque c'est Peter Drucker, et qui nous dit, Peter Drucker, parce que le but de n'importe quel business, c'est de créer et de garder des consommateurs. En fait, il n'y a que deux fonctions qui sont génératrices de valeur, le marketing et l'innovation. Et il rajoute, moi j'adore la sortir, celle-là, le marketing et l'innovation produisent des résultats, le reste sont des coûts. Alors j'adore sortir celle-là parce que généralement, voilà, ça fait rager un peu les autres fonctions opérationnelles des entreprises. Mais je trouve que c'est une citation intéressante parce que on peut se demander en fait qu'est-ce qu'il veut dire. Alors on va parler du marketing, mais avant on va parler de l'innovation. Et donc forcément, innovation c'est un terme énormément galvaudé aujourd'hui. Et avant d'en parler, il faut que je débunk 2-3 mythes, 2-3 pensées, voilà, toutes faites, 2-3 abus de langage, on va dire, qui sont faits sur l'innovation. Et la première, en fait, la première de ces incompréhensions, à mon sens, c'est confondre l'innovation avec l'invention. Et souvent, en fait, on dit d'une chose qu'elle est innovante si c'est quelque chose de neuf, si c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant, si c'est quelque chose, voilà, qui est singulièrement nouveau. Et ça, c'est une invention. Et alors, il y a un endroit magnifique en Suède qui s'appelle le musée de l'échec et qui en est plein des inventions qui ne sont pas devenues des innovations, et puis alors des inventions de sociétés reconnues, Amazon, McDonald's, Apple, et qui nous montrent comme ça des galeries de produits qui avaient tout pour réussir, mais qui n'ont pas marché, qui n'ont pas rencontré leur audience, qui n'ont pas rencontré, qui n'ont pas amené satisfaction, qui ne sont pas devenus, des choses qu'on utilise couramment dans nos vies aujourd'hui, y compris ce magnifique truc pour traduire les aboiements de ton chien, voilà, ou ce superbe chapeau d'Ikea. Et donc voilà, ça c'est des inventions, mais ce n'est pas pour autant des innovations parce qu'elles n'ont pas rencontré leur audience. Donc il suffit pas que ce soit nouveau pour que ce soit une innovation. Et de la même façon, une innovation, c'est pas forcément un produit révolutionnaire, extraordinaire, qui est fou, qui est complètement différent, qui est extraordinaire au premier jour de lancement, parce que souvent rétrospectivement, il y a une sorte de biais du survivant. Et on se dit, ah bah oui, mais eux, c'est normal qu'ils aient innové, c'est normal que leur produit il ait marché parce qu'ils sont géniaux, ils font tout. Mais on oublie que quand on dit ça, on parle de sociétés, on parle de produits qui ont parfois 10 ans, parfois des dizaines d'années d'existence. Et on oublie, et ça c'est un slide que j'adore utiliser, à quoi ça ressemblait au début. Donc, ladies and gentlemen, laissez-moi vous présenter la homepage d'Amazon, la première homepage d'Amazon, la première de Google, la première de Facebook, la première de Twitter. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas excessivement beau, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités, ça fait pas tout et le café en plus. Et pourtant, ce sont des produits qui ont marché, même s'ils ont commencé en étant en fait pratiquement des produits monofonctionnels qui assuraient une mission et une mission très bien. Pour Amazon, pendant des années, c'était livrer des bouquins partout dans le monde, dont des références introuvables à des prix qui battaient, qui défiaient toute concurrence. Et en fait, il ne s'agit pas nécessairement d'avoir le produit le plus complet, le plus abouti fonctionnellement pour pouvoir prétendre au statut d'innovation. Alors, du coup, quand on va regarder dans le Larousse, moi, il y a une définition de l'innovation que j'aime beaucoup et qui est trop peu usitée et qui devrait te plaire normalement, je pense, Gabriel. Processus d'influence qui conduit au changement social et dont l'effet consiste à rejeter les normes sociales existantes et à en proposer de nouvelles. Et moi, j'aime beaucoup cette définition de l'innovation parce qu'elle passe pas à côté de ce qui est fondamental en réalité dans l'innovation et qu'on a trop tendance à oublier pour la technologie, et c'est l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui caractérise une innovation, certes, il faut qu'il y ait une solution, il faut qu'il y ait un truc qui fasse la différence, il faut qu'il y ait quelque chose de mieux, mais surtout, il faut que les gens, le remarquent, et choisissent de s'en parler les uns aux autres. Parce que si les gens ne communiquent pas autour d'eux et s'ils font pas eux-mêmes la promotion de cette nouvelle solution, elle va pas se diffuser dans le corps social et donc elle ne pourra pas prétendre au statut d'innovation parce qu'elle ne va pas arriver à contaminer une audience suffisamment large. Tu peux revenir en arrière juste pour qu'on l'imprime bien. Moi, je la trouve effectivement hyper intéressante, déjà sous forme de processus et tout à fait. Et sous forme de finalement qui est plus du tout produit en fait. Non, tout à fait. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que en fait, par exemple, innovation dans un sens beaucoup plus large, le rouge à lèvres est une innovation. C'est pas un produit technologique. Si, c'est un produit technologique. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc avec des puces et des 0 et des 1, etc. En fait, la totalité de ce qu'on choisit d'utiliser, mais ça peut aussi de choisir la façon, ça peut être la mode d'une certaine façon en fait, est une innovation. En fait, la question c'est pas tellement est-ce que c'est nouveau, est-ce que ça fait le café, est-ce que c'est dingue, c'est surtout est-ce que ça se contamine, est-ce que les gens s'en servent, est-ce que les gens le popularisent et est-ce que ça change les habitudes, est-ce que ça change les habitudes des gens, est-ce que ça change leur manière d'agir au quotidien.
C'est en ça, en fait, que la définition plus large de l'innovation, elle nous permet de nous recentrer sur quelque chose de fondamental, qui est en fait, est-ce que ça marche socialement? Et ça nous ramène à la loi de diffusion de l'innovation d'Evat Rogers, voilà, qui est un truc que les marketeurs généralement connaissent bien, et dans lequel, en fait, depuis des années, on théorise, alors c'est pas vrai systématiquement, mais ça s'observe quand même dans la majorité des cas, qu'en fait, un truc devient pas populaire du jour au lendemain, mais qu'au contraire, c'est d'abord une petite minorité de personnes extrêmement sensibles aux propos ou à la cause qui se l'approprient et ce faisant qui crédibilise la démarche et dont l'usage va en fait servir de démonstrateur à des gens moins concernés mais qui sont adjacents, les premiers adoptants, les early adopters, et qui eux-mêmes, si ça marche, vont balancer le truc sur la majorité précoce et le mass market. Et qu'en fait, si tu veux, c'est assez marrant parce que si on réagit comme ça, c'est-à-dire que quand tu lances un nouveau produit, en vrai, si tu targetes le mass market dès le départ, t'es foutu. Parce que la première chose que le mass market va vouloir vérifier, c'est est-ce que les early adopters l'utilisent. Et donc, si tu targetes direct le mass market, bah eux, ils vont aller voir leurs copains plus sachant qu'eux sur ce domaine. Ils vont dire, bah, vous avez déjà entendu parler de ça, les mecs. Les gars, ils vont dire, ah non, on connaît pas. Et donc, eux, dans leur tête, ça va être facile. C'est si les early adopters s'en servent pas, si les gens plus experts que moi s'en servent pas, ça veut dire que le truc n'a pas suffisamment percé, n'est pas suffisamment solide pour mériter d'être remarqué. Et en fait, moi, j'adore cette définition de l'innovation-là, parce qu'en fait, on voit que c'est de la mimétique. On voit que c'est de l'adoption graduelle et que c'est de la reproduction d'habitudes et de la reproduction de comportements. Et on voit à quel point le fait que les humains s'accaparent et popularisent, véhiculent les idées est fondamental. Et il y a une temporalité, il faut pas vouloir aller trop vite dans le succès. Et qu'en fait, ce qu'on appelle souvent des overnight success, comme ça, tu vois, les succès fulgurants, bah, souvent, tu remontes en arrière et tu te rends compte. Moi, j'adore utiliser Facebook comme exemple. Facebook, pendant des années, pour Mark Zuckerberg, c'était un réseau social à destination des campus américains. Point. Et ça ne devait pas aller au-delà des campus américains. Parce qu'il fallait d'abord que ça soit parfait sur les campus et que les gens l'adoptent massivement là-dessus, pour qu'ils l'emmènent en dehors du campus avec eux. Sur ce sujet-là, j'adore la formule qu'il faut 10 ans pour être célèbre du jour au lendemain. Oui, c'est ça, exactement. Là, je la trouve géniale. 10 years of overnight success, ouais, exactement. Et moi, il y a une petite vidéo que j'adore, parce que en fait, surtout pour, on va dire surtout pour les expérimenter comme toi et moi, et qui va nous montrer que en fait, ce principe d'adoption graduelle, il est vrai, même sur des technologies qu'on estime en fait aujourd'hui tellement classiques, tellement courantes, qu'on n'imagine pas que ça a pu être le cas pour elles. Donc voilà un petit extrait vidéo d'1 minute là-dessus. Ouais. Ouais. Tu pourras répondre dans le chat à Thierry. Oui, bien sûr. Hop, je balance la vidéo et je réponds juste après. Alors, je crois que le son ne passe pas dans zut. Ah, je suis navré. Alors, grosso modo, je vais vous le faire grosso modo, en fait, c'est ce monsieur était l'un des premiers usagers, non pas du web qui n'existait pas à l'époque, mais de l'Internet. Et dans les années 80, en fait, il avait une adresse mail. Et comme tous les geeks, il voulait écrire à d'autres gens qui avaient des mails, mais ils se connaissaient pas. Et donc, en fait, ils ont fait un club dans lequel ils faisaient un annuaire papier des gens qui avaient un mail et ils référençaient, aux États-Unis d'Amérique, la totalité des personnes qui avaient une adresse mail qu'ils voulaient rendre publique afin de pouvoir s'écrire des mails les uns avec les autres. Et je trouve cette histoire assez géniale parce que même un truc aussi faramineusement utilisé que le mail aujourd'hui, tout simplement a eu besoin, en fait, de supporters dans un premier temps. Il y a eu besoin de personnes qui en ont fait la promotion au point de faire des annuaires pour que les personnes qui voulaient s'écrire des mails à l'époque où c'était pas un enjeu économique et certainement pas un truc popularisé par le web, afin que ces personnes-là puissent le faire. Et on voit à quel point même des technologies qui nous paraissent essentielles et qui fonctionnent du feu de Dieu ont eu besoin dans leurs premières années, au moment où c'était pas encore un gros challenge et un truc que tout le monde connaissait, d'une minorité de personnes surengagées et qui ont véhiculé ça en dehors de leur cercle social pour le faire connaître en fait et pour le faire gagner en adhésion. Alors, la question de Thierry, c'est la courbe de diffusion de Rogers, c'est Everett Rogers. Il y a un super bouquin qui s'appelle de Geoffrey Moore qui s'appelle Crossing the Chasm, qui parle en fait de notamment ce qu'il appelle le chasme, c'est-à-dire c'est pas lui qui a fait la courbe qu'il y a entre les early adopters, excusez-moi un instant, les early adopters et la majorité précoce, le chasm, l'abîme dans lequel la plupart des produits tombent faute de pouvoir le traverser. Et tout l'enjeu d'une innovation, nous dit-il, c'est en fait d'arriver à manœuvrer sur cette courbe suffisamment bien pour pouvoir traverser l'abîme et atteindre le mass market. Ce que peu de produits en fait arrivent à faire. Et c'est pas lui qui a fait Everett Rogers. C'est pas lui qui a fait la courbe. Allons-y. Donc une innovation, racontée comme ça devient un truc qui fonctionne et que les gens se refilent. C'est-à-dire, faut que ça marche, faut que ça fonctionne, faut qu'il y ait de la valeur. Il faut que les gens, se le. Ah,
Excuse-moi, Gabriel, je ne t'entends pas. Je vois que tu bouges tes lèvres. Ouais, mais c'est ça, je comprends pas. Non, je ne t'entends pas du tout. Et là, tu m'entends? Allô? Tu Je m'entends? suis navré. Je vois que tu me parles, mais je n'entends pas ce que tu me dis. Mais vous m'entendez. Super. Alors moi, c'est très embêtant parce que je ne t'entends pas, Gabriel. Et les gens, est-ce qu'ils entendent Gabriel? Est-ce que c'est moi qui ai un problème ou... Allô, allô? Non, on m'entend pas. Alors, nous, on t'entend. Bon, si vous m'entendez, moi, je peux poursuivre. Ok, je poursuis, Gabriel. Vas-y. Ok, bon, et il va revenir. Ok, Gabriel va revenir. Ok, super. Bon, on va bien voir ce qui se passe. Ok, c'est pas grave, on reprend. Donc, vous m'entendez là ou pas? Ben non, là, je ne t'entends pas. Je suis vraiment navré, Gabriel. Je t'entendais très bien. Et puis, pouf, d'un seul coup, je peux me déconnecter et me reconnecter. Non, vas-y, continue, go. Je continue? Ouais. J'enchaîne? Ok, j'enchaîne. Donc, vu à travers ce prisme-là, une innovation, en fait, c'est un truc qui fonctionne et que les gens se refilent. Donc, il faut que ça fonctionne, il faut que ça amène une valeur, un distinguo, une différence significative, sinon c'est pas perçu. Et puis, il faut que les gens en parlent les uns avec les autres. Alors, pendant très longtemps, on avait de la chance. Si on voulait que les gens connaissent l'existence d'un truc, on faisait ce genre de choses. Voilà, donc on achetait de l'espace médiatique et on mettait des propositions de valeur dedans et puis on racontait des histoires. Les gens le voyaient et ça nous permettait en fait d'avoir une incidence relativement forte sur ce dont les gens parlaient, ce que les gens découvraient. Il y a Jérémy qui me dit essaye d'enlever le partage et de le remettre, donc je vais essayer de le faire. Non, c'est Gabriel. Il me manque un peu quand même. Alors là, j'enlève mon partage. C'est de ton côté que le son ne marche plus. Très embêté. C'est de mon côté que le son ne marche plus, c'est merveilleux. Gabriel, est-ce que je peux me déconnecter? Dis-moi juste si je peux me déconnecter et me reconnecter. Oui, tu peux, mais c'est ton. Je t'entends pas. C'est vraiment, je suis navré. Hein, je suis vraiment désolé, tout le monde. Ça marchait trop bien. Ça, c'est le fameux effet démo. Alors. Non, j'ai pas désactivé le son. Hein. Il est tout à fait activé. Bah, écoute. Je me déconnecte, je me reconnecte? Ok. C'est mieux, hein. On fait comme ça, hein. D'accord? Ok. Bon, à tout de suite tout le monde. Gabriel, meuble. À tout de suite. Je suis désolé, c'est la première fois que c'est passé, mais je pense qu'il y a un truc de son côté qui fait qu'il ne m'entend plus. Alors, vu que vous m'entendez et vu que tout le monde entend, je pense qu'il y a un truc qu'il a appuyé ou son casque qui n'est pas assez bien branché. Est-ce que vous avez des questions? C'est dommage de l'interrompre parce que c'était passionnant comme je l'imaginais. Ma question n'était pas passionnante tout à l'heure, mais je connaissais Geoffrey Moore, mais qui a fait Crossing the Cast, je connaissais pas le nom de la courbe de mon côté. Mais bon, voilà. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter pour meubler, c'est un peu embêtant, donc j'espère que Rémi va revenir bientôt. Mais bon, si c'est le moment d'échanger avec vous, j'en suis ravi. D'accord, Jérémy, je parle du retour de la veste violette. C'est une bonne suggestion. Ça fait quelques mois, j'étais intéressé par la notion de professeur, de laboratoire, j'avais fait une tribune sur la relation entre un client et son agence, qui faisait le parallèle entre la relation entre un patient et son médecin. Et j'avais voulu traduire ça sur le site avec de la blouse que je portais dans les précédents webinaires pour être un peu plus sérieux que la veste des Lakers. Et puis sur le site et en particulier sur le livre Acquisition Strategy Design avec la petite blouse de la grenouille. Et puis là, on est en train de refondre enfin pas complètement parce que c'est plus nettoyer notre identité visuelle. Et donc on a éliminer cette notion de blouse blanche de médecin, surtout que c'est anxiogène en ce moment avec la Covid, et on est revenu à des choses plus simples et finalement aussi au blouson des Lakers qui quand même malgré tout laissait une vraie trace, était finalement une part du processus d'innovation comme le disait Jérémy tout à l'heure, vu que les gens en parlaient et m'en reparlaient, etc. Question de Nicolas, est-ce que je suis d'accord avec le fait que seul le marketing et l'innovation créent de la valeur? C'est extrêmement polémique là-dessus, mais fondamentalement, je trouve que c'est intéressant comme vision,
parce que qu'est-ce qui crée de la valeur? C'est le produit et le service que tu rends. Tout le reste, c'est une façon de le rendre. Et le produit et le service que tu rends est porté par les fonctions que sont le marketing et l'innovation. Après, là où moi je serais aussi encore plus polémique, c'est est-ce qu'on regroupe bien les fonctions aujourd'hui dans l'entreprise? Est-ce que le marketing est une fonction? Est-ce que l'innovation est une fonction? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à organiser l'entreprise autrement que par métier? Là-dessus, on se pose beaucoup de questions. On était en train de réfléchir sur un livre d'organisation, Market-Centric Organization, qu'on a mis un peu en stand-by parce qu'on n'était pas assez mature sur ce qu'on voulait dire. Mais dans notre réflexion, on a 3 fonctions principales. La fonction acquisition, qui peut être nulle quand le produit fait le boulot. La fonction expérience, qui est la manière dont tu rends le service ou l'expérience vécue avec le produit ou le service, et justement cette fonction offre ou cette fonction innovation qui porte toute la création des nouvelles offres. Donc, si je dois, dans ma vision à 3 branches, enfin dans notre vision à 3 branches, parce que je suis pas la seule à la partager, ce qui porte la création de valeur, c'est cette 3e branche qui est cette notion d'offre. Qui crée l'offre, comment on crée l'offre, la marque, la marque, l'offre, l'innovation. Et c'est effectivement là-dessus que se crée de la valeur, parce que les parties qui sont acquisition et expérience sont que dans le delivery de cette valeur pour l'expérience et aller chercher des clients à qui délivrer la valeur pour l'acquisition. Donc le cœur du sujet, pour moi, c'est un nouveau pôle de l'entreprise qui regroupe l'offre, la marque, l'innovation et surtout de facto aussi l'investissement associé à cette innovation, parce qu'il n'y a pas d'innovation sans investissement, et c'est là-dessus que tu portes l'avenir et donc ce retour sur investissement. Je sais pas si ça te parle, Nicolas. Je sais pas pourquoi Rémi met autant de temps à revenir. Je sais pas si Jérémy t'es en call avec lui. C'est la première fois que Webinar Jam nous fait un tel truc. Si Nicolas, tu veux lever la main pour faire speak et qu'on soit à parler à 2 sur ce qu'on vient d'évoquer, c'est avec plaisir. Le temps que Rémi revienne, enfin voilà, c'est un peu particulier aujourd'hui. S'il y a d'autres questions dans la salle, je prends, histoire d'occuper les choses. Ça devient embêtant. Et Nicolas, je t'invite à venir parce que est-ce qu'on a les bons slides là-dessus? Hop. Qu'est-ce que l'innovation pour moi? Il va me manquer vraiment, Rémi. Pour moi, alors je trouve ça hyper intéressant ce que Rémi disait sur le processus d'influence. Donc de dire que l'innovation, c'est quelque chose de social et de voir dans quelle mesure l'innovation se répand socialement et se transmet. Et la question que je voulais poser à Rémi, c'était celle concernant les mèmes qu'on voit fleurir sur les réseaux sociaux et sur Internet, à savoir d'avoir des mèmes qui se répandent et dans quelle mesure ces mèmes, est-ce qu'ils seraient de l'innovation ou pas. J'ai l'impression que tu es de retour, Rémi. Il faut brancher le micro. Ah, super. Ah, désolé, hein, vraiment navré, ça a été la. Ouais, j'ai eu du mal à meubler. Hein. C'est quand même pas complètement mon sujet. Ça a été la croix à la bannière, je suis vraiment désolé. Tu m'entends là? Moi, je t'entends parfaitement. Et toi, est-ce que tu m'entends? Super. J'avais une question à te poser. Bien sûr, je t'en prie. Ça se passe. Tu disais, moi, je trouvais ça hyper intéressant, ta définition de l'innovation comme processus d'influence sociale. Comment tu décris les mèmes, ceux qu'on voit sur Internet, qui se répandent comme une traînée de poudre, etc. C'est de l'innovation ou pas? Parce que c'est souvent de la merde aussi. Ah ouais, il faut pas l'innovation. Comment dire? C'est intéressant parce que il n'y a pas de corrélation entre la valeur, la valeur efficiente, puis alors le jugement moral et le fait que ça se répande, hein, bien évidemment.
Et puis surtout, enfin, tout ce qui ne nous apparaît pas comme en résonance avec nos propres valeurs, forcément, est contestable. Hein. Pour moi, TikTok, c'est nul, alors que pour les jeunes de 11 ans d'aujourd'hui, c'est génial. Les mèmes, c'est Abigail Postner. Je t'enverrai le lien, c'était génial. C'est la chef anthropologue de Google. J'avais eu la chance de la voir au Cito Montréal 2014. Et alors, elle a une théorie sur les mèmes qui était géniale. Elle disait, en fait, les mèmes, c'est une hilarité qui ne finit jamais. C'est-à-dire, c'est des gens qui se font rire, et en fait, qui font même pas rire, en fait, qui se font rire eux-mêmes et qui postent un truc qui fait rire des inconnus, qui du coup le véhicule, qui du coup est déformé et leur donne envie de véhiculer des trucs. Et elle dit, en fait, c'est une manifestation éclatante de notre humanité dans un continuel état de rire qui est continuellement entretenu par les gens qui y sont exposés. J'ai trouvé que c'était une définition assez poétique du mème. Mais effectivement, est-ce que c'est de l'innovation ou pas? C'est une bonne question. Alors, au sens, comment dire, on pourrait dire, au sens Clayton Christensonien du terme, non, parce qu'il n'y a pas de marché, parce qu'il n'y a pas de transaction, parce qu'il n'y a pas de marché. Mais au sens sociétal, oui. En soi, oui, c'est-à-dire c'est de l'adoption, de la récupération, de la pop culture, quelque chose faire à même un jour qui finit sur un t-shirt, etc., et qui finit par devenir une référence culturelle qui est réutilisée. Au sens purement sociétal, c'est dans tous les cas une idée qui se diffuse. Maintenant, dans la mesure où elle se soustrait à quelque chose de mercantile, est-ce qu'on peut parler d'innovation? C'est encore autre chose, mais d'un point de vue sociétal, c'en est une. C'est peut-être pas celle qui nous intéresse, nous. Alors, j'espère que tout le monde m'entend bien, et j'espère du coup que je vous ai pas trop fait attendre, je suis navré. Donc, je vais avancer. Hop, du coup. Donc, du coup, bon, grosso modo, avant, pour que les gens soient au... Alors, n'hésitez pas à me parler dans le chat, hein, que je sache que vous m'entendez bien et que c'est reparti. Et vraiment navré une nouvelle fois. Donc, avant, pour créer une tendance et pour faire que les gens soient intéressés, eh ben, on faisait beaucoup de promotions, plus ou moins agressives. On essayait de changer la culture à travers justement la popularisation des idées et la publicité, au sens conventionnel, au sens traditionnel, a joué un rôle énorme là-dedans. Et puis, bien évidemment, je ne vous apprends rien. Ces dernières années, ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus de personnes peuvent parler librement à d'autres personnes de ce qu'elles vivent. Elles peuvent s'influencer mutuellement. Elles peuvent dire si elles aiment ou si elles aiment pas quelque chose. Elles peuvent manifester leur contentement ou non. Et l'avis agrégé de ces personnes, de mille et une manières, devient en fait une source principale d'influence dans nos choix, dans nos achats, dans nos décisions. Et donc, ce faisant, l'industrie de la pub pendant très longtemps avait, on va dire, non pas le monopole, mais une partie très signifiante de ce qui était l'attention et l'influence. Quand maintenant, en fait, on est beaucoup plus attentif à ce que des gens comme nous racontent et ces gens-là ont une influence sur nous qui est tout aussi égale au marché publicitaire, sinon plus. Donc, pour que votre truc devienne une innovation, quel que soit ce que vous faites, grosso modo. Bon, bien sûr, faut que les utilisateurs adoptent votre idée et transforment leur vie avec. Faut leur donner de la valeur signifiante parce que si vous ne faites pas de différence dans leur vie, il n'y a pas de raison qu'ils vous gardent et il n'y a pas de raison qu'ils aiment ce que vous faites parce qu'ils perçoivent pas les bénéfices. Et bien sûr, il y a un deuxième truc très important qui est que les utilisateurs répandent vos idées et transforment la vie des autres avec. Puisque forcément, s'ils sont contents et s'ils sont satisfaits, il y a intrinsèquement dans ce que vous faites des choses qui les encouragent à partager ce que vous faites afin de faire venir d'autres personnes vers votre idée, vers votre produit, votre service. Ces autres personnes étant à même un jour d'être transformées en relais d'influence et ainsi de suite et ainsi de suite. Et voilà, ce dont je voulais vous parler, donc pardonnez cette longue introduction, pour vous parler en fait de 5 façons dont les produits peuvent engendrer leur propre marketeur. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui dans le design des produits? Comment est-ce qu'on peut concevoir, façonner nos produits aujourd'hui afin en fait d'inciter les personnes à tout simplement véhiculer leur satisfaction, leur contentement vis-à-vis du produit et faire venir à vous des nouveaux consommateurs, des nouveaux clients, des nouveaux utilisateurs potentiels. Alors, il y a déjà un truc qui est très vieux, on va dire, et qui est aussi vieux que la technologie numérique et qui est très significatif du numérique et qui explique pour beaucoup le succès des innovations numériques ces dernières décennies. C'est la loi de Metcalfe, c'est l'utilité du produit augmente directement avec le nombre de personnes qui l'utilisent. Donc ça, il y a un autre nom très connu pour ce premier principe, c'est le network effect, l'effet de réseau. Et ça explique en grande partie beaucoup du succès des applications dont on a beaucoup entendu parler ces dernières décennies et qui sont avant tout des réseaux sociaux, qui sont avant tout en fait des moyens pour des personnes de communiquer les unes avec les autres. Et donc forcément, fidèle à cette loi, quand vous êtes dessus, vous avez tout à fait intérêt à inviter vos potes et vos potes d'inviter leurs potes et ainsi de suite, parce que plus on est nombreux, plus le truc a de valeur. Et donc intrinsèquement, dans le design même de la proposition de valeur, il y a une corrélation qui incite l'utilisateur à en faire la promotion, qui est que plus il y a de personnes dedans, plus on peut faire de trucs avec. Donc il a lui-même intérêt à mettre tout son entourage dedans.
Mais alors c'est vrai pour les réseaux sociaux, c'est vrai aussi pour des trucs plus surprenants et plus inattendus, notamment Google Spreadsheet. Alors je sais pas si tu utilises Google Spreadsheet, Gabriel, si tu es un utilisateur comme moi, fervent utilisateur de Google Spreadsheet, et pourtant ça n'a aucun sens parce qu'on avait Excel et que c'était vachement mieux. Puisque Excel fait à peu près 1000 fois plus de trucs en termes de fonctionnalités avancées que Google Spreadsheet. Sauf qu'en fait, c'est quoi Google Spreadsheet? Bah, c'est Excel en moins bien, mais en gratos. D'accord? Sans installation et avec tous tes documents partout à jour tout le temps. Ça, c'est vachement chouette. Et surtout, en fait, dans lequel on peut bosser tous ensemble et qui est constamment à jour. Et on voit qu'en fait, ce que Google Spreadsheet a contribué à faire disparaître, c'est pas tellement donner un Excel de meilleure qualité, c'était surtout, c'est terminé les pièces jointes Excel qu'on s'échange par mail et on sait jamais qui c'est qui a la dernière version. Et puis, il y en a deux qui bossent en même temps. Après, il faut réintégrer leurs modifs. C'était, on fait un unique document avec une adresse, on partage, on met nos potes dedans. Nos potes, on bosse tous sur le même document. Google Docs, c'est la même chose, d'accord? Et ça avance plus vite. Et donc forcément, quand tu as pris l'habitude de bosser comme ça, bah dès que tu es sur un projet, forcément tu fais un spreadsheet, tu invites un mec dedans qui connaissait pas, tu dis c'est quoi ça, tu verras, c'est Google Spreadsheet et pouf, vous bossez ensemble et il dit mais c'est génial et il commence à s'en servir. Parce qu'en fait, l'utilité augmente, voilà, quand tu as réussi à faire basculer tout ton entourage et tous tes collaborateurs là-dedans, eh ben vous avez terminé les pièces jointes et en fait la vraie lutte de Google Spreadsheet, en fait la vraie innovation, c'est un monde sans pièces jointes. Un monde dans lequel il y a que des liens vers des documents partagés sur lesquels on bosse tous en même temps. Alors, il y a un deuxième principe. Dans le cadre de mon expérience d'usage, le produit me permet de communiquer directement avec des non-usagers. Alors ça, c'est basique, mais il y a encore trop peu de produits qui le font. Je vais donner un exemple tangible. Vous allez voir, en fait, c'est très, très simple. Alors, c'est marrant. C'est un hack que j'ai trouvé il y a très, très longtemps auprès de Noah Kagan, qui est un marketeur américain un peu connu, qui appelle ça le hack Samuel L. Jackson pour des raisons sur lesquelles je rentrerai pas, parce que voilà, mais vous irez voir l'article, c'est assez marrant. Et voilà un exemple en fait tout bête de ce principe, bah voilà, qui est, alors moi j'utilise Trendline, c'est un truc pour réserver des billets de train. Et une fois que j'ai réservé mes billets de train, eh ben Trendline me propose, sans quitter l'interface, de cliquer sur un bouton. C'est l'équivalent d'un bouton partagé, mais en beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que là où je partagerai pas publiquement sur les réseaux sociaux que je viens d'utiliser Trendline, parce que tout le monde s'en fout et que moi j'en suis pas particulièrement fier. Là c'est pas du tout la question. La question c'est, est-ce que tu veux informer les autres voyageurs qui seraient éventuellement avec toi des horaires de train et des billets que tu as pris. Et donc là, d'un seul coup, c'est très différent parce que il y a une fonctionnalité qui est, je dois informer les non-usagers du système d'un truc que j'ai fait dans le système. Alors, je clique, j'ai cette interface qui apparaît et qui a préécrit le mail pour moi avec mes horaires de train. J'ai plus qu'à renseigner l'adresse mail de la personne qui va m'accompagner, laquelle va recevoir un mail, du coup, l'informant de tout ce qu'elle a à savoir. Donc, hop, moi, ça me décharge. J'ai pas besoin de m'en occuper. J'ai l'esprit libre. Et bien sûr, cette personne-là, dans le mail, il y aura un lien pour dire, si vous voulez acheter les billets proches de Rémi, cliquez là, pouf, elle va être amenée sur Trendline et elle va pouvoir du coup procéder elle-même à l'achat de ses propres billets. Parce que je me suis servi de Trendline, non pas pour l'inciter à le faire, mais pour lui communiquer les renseignements sur les billets que je venais de prendre. Un autre exemple qui marche très bien, c'est Citymapper, pour celles et ceux qui connaissent. Donc Citymapper, tu lui dis, bah voilà, je vais de la Défense au centre de Paris, ou l'inverse, du centre de Paris à la Défense. Ton pote, il dit, t'arrives quand? Alors du coup, tu utilises Citymapper pour lui dire, bah suive mon trajet en temps réel, et tu lui envoies ça par texto. J'arrive dans un lien. Pouf, tu lui envoies, comme ça, tu es en train de répondre à sa question. Ton pote, il clique sur le lien et il a un web viewer où il te voit te déplacer en temps réel dans une fenêtre de navigation web. Donc, il géolocalise son pote, c'est-à-dire toi, et il te voit bouger. Alors, bien sûr, c'est faux, hein, c'est une simulation. Ils font pas en temps réel, ce serait trop compliqué. Ils font juste une simulation de ton déplacement. Et forcément, il dit, mais c'est dingue, ça géolocalise mon pote en temps réel. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et forcément, il va cliquer sur le gros bouton vert. Et là, on lui dit, bah, ce truc, c'est Citymapper, c'est gratuit, tu peux t'en servir aussi si tu veux. Et donc là, on voit dans quelle mesure, dans l'usage même du produit, pour faire non pas la promotion du produit, mais communiquer à quelqu'un qui n'est pas utilisateur une information signifiante qui vient de mon usage. Ici, mon heure estimée d'arrivée et où est-ce que j'en suis. Je me sers du produit et ce faisant, indirectement, je fais la promotion du produit et je les aide peut-être à gagner un nouvel utilisateur. Alors, troisième truc, dans le cadre de mon expérience d'usage, le produit me permet de mettre mes propres accomplissements en valeur. Alors, ça, voilà, tu utilises un produit. Alors ça, c'est déjà plus avancé dans la relation avec le produit. Le produit te permet de faire quelque chose qui te rend fier, qui te rend heureux. Et donc, toi, tu veux partager ta fierté et ton bonheur. C'est pour ça qu'on a tous et toutes ce pote énervant qui, en plus de faire des marathons, peut pas s'empêcher d'utiliser l'application de tracking de son circuit pour le partager fièrement sur les réseaux sociaux en disant encore 25 km aujourd'hui, dis donc, qu'est-ce que je suis en forme, et les gens de liker en dessous. Bien sûr, lui, pour partager cette carte et ce temps, eh ben, il a utilisé directement la fonctionnalité de l'application qu'il utilise pour le faire. Et ce faisant, les gens qui veulent avoir plus de détails sur la carte ou les achievements vont cliquer dessus, vont arriver sur une landing page qui dit, toi aussi, tu peux te mettre au sport, tu verras, c'est facile grâce à ce magnifique truc. Et donc, forcément, chaque pièce, chaque preuve, en fait, de l'usage de ça est satisfaction exprimée.
devient quelque chose de viral qui peut servir en fait indirectement d'acquisition. Et donc là, on voit bien que, pareil, les gens font pas sciemment la promotion du dispositif. Le dispositif leur permet de l'utiliser pour pouvoir promouvoir la fierté ou le bonheur qui découle de l'usage de quelque chose. Et c'est ce témoignage-là qui devient indirectement une forme de promotion pour la solution qu'ils utilisent. Et ça, c'est par design. Donc, c'est du marketing, mais embed dans la conception du produit. Il faut penser à ces partages-là parce qu'en fait, ils sont essentiels, surtout au début. Ça marche aussi pour arrêter de fumer. Alors, ça marche très bien parce que d'ailleurs, alors ça, c'est smoke free, c'est gratuit. Si vous voulez arrêter de fumer, c'est la meilleure application que je connaisse parce qu'elle combine énormément de trucs comportementalistes sur à peu près toutes les dimensions pour vous aider à respecter votre choix. Et l'une d'entre elles, bien évidemment, c'est de compter les jours où vous avez arrêté et voilà, tous les jours phares, le 50e, le 100e, le 150e, c'est partager votre programme avec vos amis parce que vous en êtes fiers et aussi parce qu'on sait pertinemment en fait que plus vous partagez votre décision d'avoir arrêté de fumer aux autres, et plus vous-même vous vous rendez tributaire du fait de la respecter puisque si vous reprenez la clope, vous allez décevoir toutes les personnes à qui vous aviez dit que vous avez arrêté. Donc ils savent très bien en plus que c'est bon pour pour conserver votre décision. Et même chose, ça fait la pub indirecte. Et alors moi, il y a un usage, alors que je ne connaissais pas du tout, mais quand j'ai fait des recherches, je suis tombé sur ça. Alors à mon avis, Gabriel, toi, t'es passé à côté aussi, mais t'as une excuse, c'est comme moi, t'es vieux. Voilà, ça c'est Fortnite. Alors je sais pas si t'as entendu, je pense que t'as entendu parler de Fortnite. J'ai fait des articles dessus, enfin. Mais voilà, donc ça tu connais bien. Mais est-ce que tu connais le replay editor de Fortnite? Parce que moi, je ne connaissais pas. Non. Parce que pourquoi est-ce que Fortnite est aussi connu? Parce qu'en fait, au début, alors Fortnite, en fait, c'est un jeu. Alors, vous allez voir, c'est d'un basico-basique en termes d'innovation. C'est des gens en costume qui se tirent dessus. Autant dire que ça fait quoi, 20, 30, 40 ans qu'on fait ça dans les jeux vidéo. Alors, Fortnite, bien sûr, il y a plusieurs trucs essentiels qui font que ça marche très bien. Donc, le fait que vous payez pas pour acquérir des compétences, mais exclusivement pour acquérir des attributs distinctifs, des danses et des costumes, on va y revenir. Mais aussi sur le fait que c'est un mode Battle Royale. Donc, il y a 100 joueurs en même temps sur une map et à la fin, il en reste qu'un seul. Donc, la victoire est très rare. Quand vous gagnez dans Fortnite, c'est peut-être la seule fois pendant des mois que vous allez gagner une partie de Fortnite. Et forcément, ça, ils ont très bien compris ça chez Unreal. Donc, vous pouvez accéder à votre partie et éditer, en fait, un film vidéo des meilleurs moments de votre partie pour consacrer votre victoire et la mettre en ligne sur les réseaux sociaux parce que c'est pas tous les jours, c'est un événement. Ça va être une vidéo YouTube ou une vidéo Facebook. Et forcément, cette vidéo de votre victoire, donc là, la vidéo qu'on vient de voir, elle a été faite avec cet éditeur et elle permet, en fait, de glorifier votre victoire et la mettre en valeur, partager votre fierté et ce faisant populariser le jeu auprès de personnes qui ne le connaissaient pas encore nécessairement. Donc, même principe, exactement le même principe que ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais cette fois-ci dans l'illustration des victoires des parties. Alors, quatrième principe, l'usage de produits est remarquable en lui-même. Alors là, c'est des niveaux croissants de difficulté que je vous donne, bien sûr. Le NFX, ça va pratiquement de soi. Là, on commence à rentrer dans des trucs difficiles, mais vraiment très signifiants quand ça marche. Et ça, pareil, moi, je ne jouais pas à Fortnite, donc ça, pendant le dernier mondial de foot, ou l'avant-dernier maintenant, j'ai pas compris. Je sais pas si tu avais vu ça, toi, à l'époque. Moi, j'ai pas compris. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font ça quand ils viennent de marquer? Ça n'a aucun sens. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Tout simplement, ils reproduisent les danses de victoire de Fortnite. Donc, dans Fortnite, quand tu as gagné, tu fais certaines danses que tu peux même acheter pour qu'elles soient singulières et différenciantes, des danses qu'on ne voit que dans Fortnite. Et quand tu as des sportifs professionnels qui ont assimilé cette culture au point de, pour la blague, pour le mème, on parlait des mèmes, reproduire en fait ces façons de se comporter en cas de succès, ce que tu as indirectement, c'est des millions de téléspectateurs comme moi qui disent mais qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas pourquoi il fait ça. Et les gens qui disent c'est normal, il reproduit les danses de Fortnite. Alors les gens ils font Fort quoi? Et puis alors on t'explique ce que c'est Fortnite. Et en fait indirectement, en produisant des gimmicks reproductibles, tout simplement tu es en train de bénéficier de millions de publicités indirectes pour ton jeu, puisque les gens singent et miment le jeu. Et ce faisant, en fait, ils amènent les gens à parler de ce qui se passe à l'écran. Et donc finalement, de ce que c'est Fortnite et de ce que c'est les danses de Fortnite. Et donc indirectement, plein de gens qui connaissaient pas, mais qui vont peut-être découvrir ce que c'est. Pourquoi? Et là, on rejoint les mêmes et l'innovation par les mêmes. Tout à fait. Et alors ça, j'adore. Ça, c'est un truc. Ça, c'est Lyft. Donc Lyft, il y a quelques années, ils disent alors Lyft, c'est Uber, c'est la même chose qu'Uber, ni plus ni moins. Ils arrivent en disant dans les aéroports et ailleurs, il y a plein de gens qui attendent leur Uber et nous, on a Lyft et il y a une bagnole qui vient de chercher. Et en fait, c'est la même chose qu'un Uber. Donc le gars qui monte dans son Lyft, personne ne sait que c'est un Lyft parce que maintenant dans la référence dans la tête des gens, c'est Uber. Donc il dit il faudrait que la bagnole qui vienne chercher le gars soit très différente. Et si on mettait une énorme moustache rose, je sais pas ce qu'ils avaient fumé au marketing ce jour-là, de façon à ce que nos chauffeurs ils soient hyper reconnaissables. Comme ça, le gars qui a pris un Lyft, il sait que c'est sa bagnole à lui et pas un Uber parce qu'elle a une grosse moustache rose. Et tous les autres, ils regardent ces trucs en disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et les gens ils disent ouais, c'est un Lyft, c'est pas un Uber. Et bien sûr, la seule chose que les gens ils vont se dire c'est il est arrivé plus vite que mon Uber. Ah, je devrais peut-être essayer Lyft la prochaine fois.
Et ça a tellement bien marché que cette grosse moustache qui était une blague au départ, c'est devenu quasiment un accessoire qu'ils ont mis avec des LED qui donnaient à leur chauffeur. Et donc, faut imaginer, t'es là le soir, il est 23h minuit, t'attends ton truc. Et là, dans la nuit, tu vois une moustache rose en néon qui arrive, tu vois, et derrière le pare-brise de ton conducteur. Et toi, au milieu de tous les autres Uber, et personne sait qui est la bagnole de qui, etc. Tu te diriges fièrement vers celle qui a la moustache rose et tu montes dedans parce que c'était ton lift. Donc, comment est-ce que tu rends une bagnole reconnaissable? Comment est-ce que tu rends un Uber-like reconnaissable? Il faut que la bagnole soit différente. Parfois, c'est aussi bête que mettre une moustache rose dessus. Ça marche aussi. Alors ça, c'est un truc ça, je le tiens de Seth Godin. C'est Water Health. Donc ça, c'est quand tu essayes de populariser des nouvelles pratiques en termes de puits et filtration d'eau dans des pays en voie de développement. Ce que tu fais, c'est qu'en fait, tu fais l'infrastructure, tu donnes des bidons reconnaissables aux gens et tu dis la seule condition pour que tu aies accès à l'infrastructure, c'est que tu utilises ce bidon. Déjà parce qu'on peut le désinfecter, donc l'eau sera pas polluée, et surtout parce que comme c'est un nouvel élément hautement remarquable, et ben dans les communautés, les gens vont voir des gens aller avec des nouveaux bidons, tous les mêmes, des bidons bleus là, puis ils vont dire mais c'est quoi ce nouveau truc? C'est quoi ce truc? Pourquoi tout le monde a un bidon bleu d'un seul coup? Et en suivant les bidons bleus, ils vont arriver jusqu'à la structure, eux-mêmes avoir le leur, et peu à peu en fait comme ça tu viralises et tu popularises en rendant reconnaissable, remarquable le fait de se servir d'une nouvelle infrastructure. C'est aussi utilisé dans ces contextes-là. Parce que forcément, il y a de la défiance et il y a de la méfiance, c'est nouveau, on ne sait pas, mais plus tu rends visible le fait que des gens comme toi s'en servent, plus forcément tu augmentes la probabilité que les gens te fassent confiance. Et enfin, alors ça c'est vraiment les trucs high level, dans le cadre de mon expérience d'usage, le produit me surprend tellement que je choisis d'en parler aux autres. Donc ça c'est par design, tu fais un truc dans ton produit qui est tellement mindfuck que d'un seul coup les gens ils disent « Waouh, ça c'est dingue, faut que j'en parle aux autres, c'est marrant ». C'est comme une blague, en fait. J'ai presque envie d'en parler sur les réseaux parce que c'est amusant en tant que tel. Ça dépasse, ça enchante, ça dépasse l'usage même du produit. Alors, l'exemple, par essence, qui a beaucoup fait parler de lui pendant des années, c'était le high five Mailchimp. Donc, Mailchimp, tout le monde en parlait parce que quand tu envoyais ta campagne de newsletter, tu avais Freddy, leur singe, qui venait de faire un high five sur l'écran, au point qu'il y avait des gens qui se prenaient en photo en train de faire le high five et qui allaient mettre ça sur Twitter. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, si tu tapes Mailchimp, tu vas tomber sur un nombre impressionnant de tweets de personnes qui vont te rappeler, voilà, je viens de lancer ma campagne marketing, high five, etc. Enfin, c'était vraiment devenu le gimmick par excellence. Et effectivement, Mailchimp, c'est mignon, mais c'est un truc qui permet d'envoyer des newsletters. Je veux dire, il y en a des dizaines, d'accord. Mais celui-là, pendant des années, on en a parlé et on parlait pas du fait que les newsletters arrivaient mieux, qu'elles étaient plus faciles à écrire, qu'elles partaient plus vite. On parlait du fait que le singe te faisait un high five à la fin quand tu venais de l'envoyer. On nage dans l'émotion. Ça n'a rien à voir avec un critère fonctionnel du produit. Ça marchait tellement bien qu'il y a un jeu Secret High Five planqué dans Mailchimp. Sachez-le, il y a un code. Et si tu tapes ce code, ça va lancer un jeu qui est un tap-taupe où tu dois faire des high five à un maximum de gens, mais pas à des gens qui font des fist bumps ou à des gens qui mettent, par exemple, des cactus ou ce genre de trucs. Donc voilà. Donc ça fait tellement partie de l'identité du produit qu'il s'amuse même à planquer des jeux vidéo pour, en relatif avec le high five au sein du jeu lui-même. Au sein du logiciel lui-même, pardon. Alors, autre exemple, plus connu, celui-là. T'as Internet, t'as Google, mais t'as plus accès, t'as le dinosaure. Et là, si tu fais l'erreur d'appuyer sur une touche, le dino va partir en courant et tu vas pouvoir sauter par-dessus des cactus et éviter des oiseaux. Et ça, c'est génial parce que quand t'as un navigateur Internet et qu'il n'y a plus Internet, toi, t'y peux pas grand-chose. Donc, en fait, tu te retrouves avec un utilisateur qui, émotionnellement, va juste chialer et rager en attendant qu'Internet revienne. Avec un truc comme ça, ce qui est super drôle, c'est que sans dire que la personne attend la déconnexion avec impatience, tu es en train de se convertir un utilisateur frustré en utilisateur qui s'amuse. Surtout que t'as pas fait la promotion du jeu, il va le découvrir accidentellement. Et c'est suffisamment inattendu qu'il y ait un jeu pour te faire patienter ici, pour que tu en fasses la promotion autour des gens, autour de toi. Non pas parce que c'est un meilleur navigateur, plus rapide, plus fiable, mais parce que c'est inattendu, c'est une expérience nouvelle et qui forcément force la viralité parce que ça vaut le coup, comme c'est très inattendu, comme c'est très différenciant, ça vaut le coup d'être narré, ça vaut le coup d'être raconté. Même chose avec Waze, d'accord, qui en plus d'être un super GPS, parfois te demande, et je sais pas pourquoi, moi c'est peut-être l'âge, voilà, s'il y a un bébé à bord, pour pas que j'oublie les couches, le biberon ou carrément le bébé. C'est pas ce que j'attends d'un GPS au départ, mais c'est suffisamment malin et suffisamment différenciant pour que je fasse un screenshot et que j'en parle à des amis, parce que forcément c'est inattendu, ça peut m'amener à en parler. Et alors ça, c'est une histoire, ça j'adore, je l'ai volé à Rory Sutherland, c'est un VP de Au Guide Vimonde. Il raconte cette histoire, il dit, il y a quelques années, quand tu étais sur Virgin Atlantic en business class, on te servait à manger et puis il y avait une petite poivrière et une petite salière en forme d'avion comme ça qui s'appelle Orville et Wilbur, comme les frères Wright. Et elles sont suffisamment petites pour que tout le monde se dise la même chose en les voyant, à savoir, je peux les tirer sans me faire gauler. Et donc forcément, tout le monde prend la poivrière, la salière et met ça dans sa poche intérieure et se barre du vol content en disant, tiens, j'ai pris un souvenir.
Et puis, bah, chez toi, forcément, tu l'utilises, voilà, au quotidien. C'est assez marrant, hein, sur la table. Les gens disent ça, ils sont marrants, t'as pas envoyé à ta salière, mais un jour, faut la vider. Un jour, pardon, elle est vide et faut la remplir. Faut remettre du poivre et du sel. Alors là, tu fais un truc que tu n'avais jamais fait jusqu'à présent. Tu prends la salière, tu la retournes pour la remplir. Et qu'est-ce que tu vois marqué en dessous? Fièrement volé sur Virgin Atlantis. Et là, tu fais, oh, les bâtards. Et tu fais, oh, ils sont forts. D'accord? Et donc, bien sûr, oui, ils avaient dit, mais bien sûr, on savait que tu allais la kiffer, cette salière. On savait que tu aimerais l'avoir chez toi, sur ta cheminée ou dans ta cuisine, que ça ferait parler les gens et que ça ferait une bonne histoire. Mais là, maintenant que tu as vu qu'on savait que tu allais la voler et que tu as bien fait ce qu'on attendait, c'est une histoire encore plus forte que tu vas avoir plaisir à raconter et à narrer autour de toi parce que c'est surprenant, parce que c'est inattendu. Et ça, c'est un excellent exemple de comment le design même du produit peut amener à la viralité. Donc, pour résumer ce que je vous ai dit, quand vous lancez quelque chose qui prétend un statut d'innovation, il y a un graphique qui est très très connu, selon lequel un MVP, un minimum viable product, c'est pas uniquement une brique fonctionnelle qui ensuite doit devenir fiable, puis utilisable, puis émotionnellement proche de l'utilisateur. C'est en fait un truc où vous vous démerdez pour que toutes les dimensions soient réunies, c'est-à-dire c'est quelque chose qui doit non seulement avoir une valeur fonctionnelle, une valeur en termes de bénéfices perçus qui est signifiante, sinon ça va être dur de faire une différence, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi faire une connexion émotionnelle avec l'utilisateur, et il faut même aller plus loin, et ça c'est ce que je vous propose, c'est penser dans le design même de votre produit, pourquoi est-ce que la personne aura à cœur de le répandre et d'en parler autour d'elle. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir un produit qui est très abouti, qui est très achevé, il faut surtout se poser ces questions-là, il faut pas l'éclipser, il faut la prendre en considération dès le départ, en se demandant, quand on veut sortir une innovation, est-ce que les fonctionnalités de notre solution, elles résolvent les frustrations les plus importantes de l'utilisateur, bien sûr, pour produire du bénéfice? Est-ce que l'expérience d'usage, elle est adaptée au contexte et à l'utilisateur de façon à devenir une habitude plaisante? Est-ce que la personne aura à cœur de s'en servir et de s'en servir régulièrement? Et ça, c'est la rétention et c'est la fidélité. Mais aussi, et ça, c'est une question que je vous encourage de vous poser maintenant dans vos nouveaux produits, quelle motivation notre utilisateur aura-t-il à promouvoir cette solution autour de lui ou autour d'elle et donc à faire venir à nous de nouvelles personnes? Et on voit bien qu'en fait, c'est pas uniquement des campagnes marketing, c'est pas uniquement des artifices tout aussi nécessaires de communication autour du produit. C'est parfois des fonctionnalités, des trucs qu'il y a dans le cœur même du produit qui peuvent faire une énorme différence. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et pour votre écoute. Et puis, je réponds à toutes vos questions. Voilà. Alors, la première qui est posée par Thierry, est-ce que la presse, tu peux la partager ou pas? Tout à fait, tout à fait. Donc, cette presse, et même, elle est même déjà, alors, elle est même partagée en version plus longue sur mon site, et je vais avec une vidéo, etc., je vais vous envoyer le lien dans le chat immédiatement. Comme ça, vous allez pouvoir y accéder. Super. Moi, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. C'est pour ça que je t'ai pas interrompu. J'ai juste été un peu troublé par tes exemples de la dernière règle. Ouais. Que j'ai trouvé pas nécessairement les plus significatifs, dans le sens où je les rapprochais quand même pas mal de tes règles précédentes. Ouais. Et moi, je lisais la dernière règle plus comme faire un produit qui soit lui-même remarquable et pas des gimmicks autour du produit qui soit remarquable. Alors ça pourrait. Et malgré tout, ton high five quand j'ai vendu, pour moi, ça ressemble beaucoup au partage de ta satisfaction du mec qui court. Alors, la grosse différence, si tu veux, c'est que là, c'est le produit qui te fait une blague. C'est-à-dire que c'est là où ça va encore plus loin. C'est-à-dire que quand tu cours et que tu as fait tes 40 bornes, le truc, il dit, OK, c'est bien, tu as fait tes 40 bornes, tu veux partager, OK, c'est cool. Là, tu es en train de lancer une newsletter et le produit te félicite et te fait un high five en disant, bravo mon gars, tu gères. Alors, aujourd'hui, ça surprend plus personne parce que c'est un truc qui est surutilisé, mais à l'époque, c'était une vraie différence. Et en fait, c'est l'idée de se dire, c'est un moment wow, c'est un moment expérientiel qui a rien à voir avec les fonctionnalités propres du produit, mais qui est tellement inattendu, ou le fait que le navigateur te fasse un jeu quand tu plantes, ou le fait que ton GPS te demande si t'as pas oublié ton môme, qu'en fait, c'est tellement hors du scope de ce que tu étais en droit d'attendre des fonctionnalités du produit, que tu vas le partager, non pas parce que ça se partage, mais parce que c'est marrant. Parce que en fait, tu vas en parler comme une blague en disant, ah, tu sais ce qui m'a fait mon GPS hier, il m'a demandé si j'ai pas oublié mon gamin sur le toit de la bagnole, tu vois. Et en fait, c'est tellement. Alors, c'est peut-être une sixième règle de dire mettre du fun et partager du fun, et ça rejoint ce qu'on disait sur les mèmes d'ailleurs, essayer de créer des mèmes à partir de ton produit. Mais à mon sens, il y a quand même une règle, et qui est celle que tout le monde entend sur le product like Draw, c'est faire un produit tellement bien que les gens en parlent parce qu'ils l'utilisent.
Alors ça, oui. Ça, c'est quand tu fais tu vois, moi, mon ambition quand j'ai fait ce bouquin, c'est de retrouver ça. Quand tu fais la viralité d'un bouquin, c'est pas tant nécessairement parce qu'il y a du fun, du machin, c'est juste parce que ce qu'il y a dans le bouquin est tellement bien que les gens en parlent et qu'ils vont faire acheter le bouquin, le partager, l'offrir, etc. Mais donc, ça, c'est super marrant. C'est un peu une évidence. Alors, c'est une évidence et pas tant que ça en même temps. J'adore ton propos parce que ça me permet de rebondir sur Purple Co de Seth Godin. Et Purple Co, les 2000, si je dis pas de conneries, les 2000 premiers bouquins. Alors, Purple Co, c'est un bouquin sur le marketing qui est sorti il y a une quinzaine d'années maintenant pour le chat, qui parle d'un truc de la vache pourpre. Avec le partage, on se remet en... Oui, tu as raison. Oui, bien sûr, tu as raison, c'est mieux. Hop. Et en fait, il a envoyé les premiers bouquins Purple Co dans des briques de lait. Dans des briques, en fait, en carton, violettes, de lait de vache, enfin de pseudo lait de vache. Et quand tu ouvrais la brique, il y avait le bouquin à l'intérieur. Et il dit, en fait, pourquoi j'ai fait cette brique? Parce qu'un bouquin, bah voilà, c'est là. Donc, c'est difficile, en fait. Alors que la brique, les gens l'ont tellement kiffé qu'ils l'ont mis sur leur bureau. Et donc, en fait, les gens, ils venaient en disant, bah, pourquoi t'as une brique de lait sur ton bureau? Et là, la personne, elle disait, bah, tu vois, c'est marrant. Et en fait, là, tu vois, le bouquin était là et le bouquin, il est là, en fait. Et pouf, on parle du bouquin. Pourquoi? Non pas, alors, le bouquin est bien en lui-même, hein, et ça a énorme. Tu peux pas faire ça avec un mauvais produit, ça va pas marcher. Mais en fait, pourquoi il fallait un prétexte pour initier une conversation, et la prétexte, c'était aussi bête que cette brique de lait dans laquelle est arrivé le bouquin que les gens gardaient sur leur bureau parce que c'était inattendu de recevoir un bouquin embarqué dans une brique de lait, tu vois. Mais c'est le même truc, tu vois, le bouquin était bon en lui-même, mais ce petit truc en plus a probablement énormément contribué à la popularisation. Les gens prenaient la brique en photo, la mettaient sur Twitter, etc., tu vois, sur la différence du truc. Ouais, enfin, Bernard dit qu'il est pas d'accord avec moi et ça me pose aucun problème en soi, mais moi je suis pas en train de dire que les exemples que tu as montrés sont pas des bons exemples, mais je les mettrais presque dans une 6e règle. Oui, peut-être. Parce qu'il y a quand même la règle évidente qui est de dire tu fais un bon produit donc les gens en parlent. Et après, il y a la règle qui est celle de la Purple Co, à savoir être remarquable en rajoutant des choses qui sont mentionnées. Et c'est un peu ça que mon ressenti, c'est que j'attendais pas ces exemples-là. Quand et en fait, c'est parce que la dernière règle, c'est avoir un produit dont les gens parlent parce qu'il est bon, quoi. C'est ça, mais tu sais, c'est vachement dur. En fait, moi, c'est un truc que je vois de plus en plus. C'est, on arrive dans un tel niveau d'excellence et un tel moment où, en fait, il y a tellement d'offres similaires, de solutions similaires sur des résolutions de problématiques similaires, que, à moins d'avoir des performances produits extraordinaires, en fait, et si tu veux, c'est tellement, imagine, tu vois, t'arrives à 9h du mat, au boulot, tu prends ton café avec tes collègues, tu vois, j'imagine ça peut arriver, tu vois, quelqu'un qui dit, oh, j'ai trouvé un mail sender qui est 40% plus performant que les autres, tu vois, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est le genre de discussion qui est difficile à amorcer. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je suis d'accord. Et ça, je renvoie d'ailleurs, oui, ce super bouquin de Aaron Walter, je l'avais mis là pour pas oublier d'en parler, qui s'appelle Design émotionnel, parce qu'il y a des gens qui me demandent des exemples. Donc ça, ce bouquin en est plein, il y en a d'autres un peu partout. Mais voilà, s'il y en a qui s'intéressent, donc c'est Design for Emotion, Emotional Design. Et c'est cette idée, alors, des idées dans le consulting. Alors moi, j'adore raconter cette histoire-là, parce que donc ça, c'est pour la question de Nicolas. C'est en fait, nous, il y a quelques années avec Mathias, on avait plein de gens qui nous demandaient de faire des sites internet ou des apps et qui utilisaient aucun outil d'analytics. Donc, ils savaient pas s'ils avaient du trafic ou pas du trafic. Et donc, il fallait les acculturer aux analytics en leur faisant le produit parce que sinon, on pouvait pas leur montrer que effectivement, ils allaient faire plus de visiteurs, plus de ventes, puisque avant, ils mesuraient rien. Donc, souvent, nous, dans la prestation, on mettait l'analytics en plus et on lisait le dashboard. Comme ça, il allait voir un petit coup dessus, puis il disait, oh ouais, putain, d'accord, ça monte, je suis content, etc. Et en fait, ce qu'on faisait, des fois, c'est qu'ils regardaient pas leurs analytics, mais nous, on avait la vue sur le dashboard parce qu'on était en admin. Et on se mettait des rappels. Et donc, quand le gars, il tapait un nombre, type 100 000 visiteurs uniques ou 1 million, le gars, on lui disait rien. On appelait, voilà, la maison du whisky pour pas les citer. Et puis, on lui envoyait genre une bouteille de champ ou une bouteille de Sky à son bureau avec toutes nos félicitations pour ton 1 000e visiteur. Puis le gars, il nous rappelait, c'est quoi ce bordel et tout. Bah, t'as fait 1 million, mec. Puis le gars, il allait vérifier, mais c'est vrai, en fait, tu vois. Et en fait, bah, c'était juste une bouteille de champ, tu vois. Mais c'est ça qui est marrant. Et ça, cette histoire-là, on s'est rendu compte, nous, on faisait comme ça pour rigoler. En fait, on s'est rendu compte que ça nous est revenu. En fait, ça a été marrant parce que les mecs en ont parlé et ça nous est revenu. Et c'est là où on s'est rendu compte que, oui, c'est juste une bouteille de champ pour fêter un Xème visiteur unique sur un site. Mais ça peut faire, voilà, et ça n'a rien à voir avec le coût du site, la performance des apps, la performance, voilà, mais c'est suffisamment différenciant, disons que c'est suffisamment peu fait pour être notifiable, pour être remarquable. Donc ça, c'est comme ça qu'on l'a fait, nous, dans le consulting. Comment améliorer la situation au mieux entre les marketeurs et les designers? C'est ça la question, Manuel? Ouais. T'as des idées là-dessus, toi, Gabriel? Comment est-ce que le marketing doit parler aux designers? Comment est-ce qu'on doit onboarder les designers, selon toi? Puis moi, je ferai dans l'autre sens.
Moi, ce que je disais quand tu étais absent, c'est que moi, je trouve que les silos de l'organisation orientée métier sont pas les bons. Et notre vision de l'organisation sur laquelle on doit encore bosser, mais qu'on partage pour l'instant, c'est de dire qu'il faut une fonction acquisition qui est réunie des marketeurs, des commerciaux et des communicants, une fonction expérience qui va réunir les opérations, les supports clients, etc. Et une fonction, alors qu'on ne sait pas encore bien appeler offre ou innovation, dans laquelle il va avoir des marketeurs qui vont penser marché, il va avoir des designers, il va avoir des financiers aussi, parce qu'il faut financer cette innovation, et qui vont porter vraiment cette vision offre, produit, conception du service, etc. Et c'est en réunissant les gens dans cette fonction-là, qui est la fonction de l'avenir finalement pour une entreprise, à savoir être en constante évolution, s'adapter, imaginer les nouvelles offres et les nouveaux produits, qu'on peut bien les faire bosser. Et laisser d'un autre côté les gens qui font l'acquise ensemble, à savoir attirer des nouveaux clients, les gens qui font l'expérience, à savoir rendre le service aux clients, et ceux qui préparent l'avenir ensemble aussi. Donc ma vision, c'est ça, c'est de casser les organisations actuelles par métier pour les mettre par process avec cette vision des 3 grands process, acquisition, expérience, innovation ou offre. Moi, je te rejoins complètement là-dessus. Et avant d'être capable de péter les organisations et tout refaire et péter les silos, parce qu'on sait, hein, toi et moi, que ça prend beaucoup de temps, je pense qu'effectivement, il y a une notion d'acculturation mutuelle. C'est-à-dire que je pense que les marketeurs ont tout à gagner à s'intéresser en fait aux fonctionnalités des produits et au-delà des spécifications fonctionnelles, à voir comment l'interface, les micro-interactions, la microcopie, le design émotionnel, comment en fait est-ce que la notion d'expérience et d'enchantement de l'utilisateur peut être un vrai vecteur en fait qu'il faut considérer comme une campagne d'acquisition à part entière et qu'il faut être capable de monitorer. Et je pense que les designers ont tout à gagner à ce que les marketeurs leur expliquent les mécanismes de conversion, de rétention, de transformation, et de façon à ce que les designers en soient emprunts et soient capables de les avoir à l'esprit au moment déjà de concevoir les interfaces, de concevoir. Et en fait, je pense que ces deux, je pense que idéalement, il faudrait qu'ils bossent ensemble, hein, pluridisciplinaires, colocalisés, autonomes, et puis qu'ils bossent ensemble. À minima, même s'ils restent chacun dans leur département, je pense que le minimum à faire, si on est le boss du département marketing ou le boss du département design, c'est de créer des ponts et des moments d'échange et d'acculturation mutuelle au métier de l'un et de l'autre. Parce que je pense que c'est des métiers qui résonnent beaucoup, qui partagent la même obsession pour la satisfaction du client et qui ont en fait beaucoup de choses à s'apporter mutuellement puisqu'ils s'y prennent de façon très différente pour y parvenir. Est-ce qu'on avait une autre question? Est-ce que la question doit être le ralliement entre vente et marketing de façon plus générale? Oui, ça, je pense que tu as répondu, hein, Gabriel. Oui, ma vision, l'acquisition, et ce bouquin d'ailleurs, hein, je vais faire un peu de marketing aussi. Donc, Acquisition Strategy Design, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment une vision de l'alignement marketing-vente autour de la compréhension du processus d'achat du client. Et c'est pour ça qu'on réunit l'acquisition, c'est que dans cette vision-là, on dit il y a un processus à mettre en place qui est celui d'accompagner le client dans son parcours d'achat, que cet accompagnement se fait au niveau de la com qui crée de la notoriété, au niveau du marketing, au niveau des ventes, et que tous ces gens-là doivent bosser ensemble dans ce processus-là. Et à côté de ça, dans une logique fidélisation potentiellement, c'est d'autres personnes qui bossent sur je crée une super bonne expérience et je revends aux clients et ça réunit de nouveau du marketing, du support, des opérations, etc. Mais voilà, on est sur des logiques de fonctionnelles et plus du tout sur des logiques métiers. On a fait la même école, on a la même éducation, on sait faire des business plans ou on sait faire des réseaux sociaux. Et on se réunit parce qu'on sait faire ça. Oui, c'est tout à fait vrai. Parce qu'on veut atteindre un objectif. La discipline la plus aboutie, à mon sens, et qui est complètement dans ta vision, c'est le product management. Et effectivement, la bascule qu'on voit s'opérer dans la plupart des organisations, surtout celles qui fonctionnent en agilité sur le plan logiciel, en fait, c'est une bascule du project management au product management, et encore plus au product management dans lequel tu as une mesure systématique du comportement de ton utilisateur après chaque release, après chaque développement de nouvelles fonctionnalités. Et en fait, ce qui guide les décisions, c'est de se dire que fait la personne, qu'est-ce qu'on veut l'amener à faire,
est-ce qu'elle partage, est-ce qu'elle reste, est-ce qu'elle revient, est-ce qu'elle est satisfaite, est-ce qu'elle s'en resserre, etc. Et qu'en fait, c'est la mesure effective de l'incidence de ce qu'on fait sur ça et qui est en fait les métriques qui servent en fait d'étoile du Nord à tout le monde et sur laquelle et donc là, d'un seul coup, tu as des problématiques communes puisque tu peux tout à fait mettre des marketeurs, des designers, de la tech dans une pièce en disant, bon, aujourd'hui, on veut qu'il fasse ça, mais il s'arrête là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et en fait, on se rend compte que dès qu'on résout ces problématiques communes, et ben là, il y a énormément de collaborations qui peuvent être faites entre les métiers parce que c'est plus des histoires de marketing, des histoires de design, c'est comment amener notre utilisateur à faire quelque chose. Et en fait, c'est ça. Mais ça veut dire le mesurer et ça veut dire arriver à systématiser ces pratiques-là. Ça, c'est un truc que je pense que le product management fait le mieux aujourd'hui, enfin, qui est la discipline la plus aboutie en ce sens. Super. Bon, on va devoir finir malheureusement. C'était passionnant. La semaine prochaine, on est avec la responsable. Alors, j'ai plus son titre exactement parce que c'est pas la directrice marketing, mais pas loin. C'est Marie-Alix. Je sais plus son prénom, mais on va retrouver qui a fait un super succès inbound avec Algeco. D'accord. Étonnamment, Algeco, c'est quand même pas la boîte la plus sexy du monde. Effectivement. Mais leur site draine plusieurs milliers de devis tous les mois. Génial. Avec du contenu, avec voilà, ils ont rendu Algeco sexy sur Internet depuis une dizaine d'années. Ils ont travaillé là-dessus et j'ai échangé avec elle dans un autre webinaire et j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant. Et là, j'ai envie de voir l'historique de tout ce qu'elle a mis. Qu'elle raconte comment elle a fait. J'essaierai d'être des vôtres. Hein, si je suis pas en rendez-vous client, Marie-Alix pour apprendre tout ça. me rappelle Jérémy. Merci beaucoup, Jérémy. Qu'est-ce que je ferais sans Jérémy? Merci encore une fois. Des bêtises. Voilà, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine donc avec Marie-Alix Roussotte. C'était passionnant, Rémi. J'en étais sûr. J'ai appris plein de choses. Gabriel. T'as mis le lien ou pas de ta présentation? J'ai mis le lien dans le chat. Je pense que Jérémy là, et sinon je lui renverrai. Il n'y a pas de souci. C'est très simple. C'est remyrivas.com/marketing. Je vous le remets là. Donc, ok, super. /marketing et vous allez tomber dessus normalement. Salut à tous. Merci. Très bonne journée, très bonne continuation et puis à très bientôt. Salut, merci Rémi. À bientôt. À bientôt.